Téléspectateurs et téléspectatrices de BF1, bienvenue dans Leçons de vie, une émission biographique qui vous permet de découvrir certaines facettes de certaines personnes ressources dont la vie et l'expérience restent dignes d'intérêt. Aujourd'hui, nous recevons une dame qui évolue dans le secteur de la communication et de l'information. Zoom sur l'invité du jour. Aminata Ouedraogo, née Bakayogo, est connue du grand public pour avoir présenté le journal de la télévision nationale du Burkina. Après son baccalauréat G1, obtenu au lycée promotion de Bobo-Dioulasso, notre invitée va s'intéresser à l'audiovisuel et décroche une licence en sciences et techniques de l'audiovisuel. Elle s'envole pour la France pour les mêmes études à l'Institut Images et Communication Paris 8e de 1981 à 1983. Elle est par ailleurs titulaire d'une maîtrise en sciences et gestion, droit des affaires internationales. Efficace et charismatique selon ses collaborateurs, Aminata Ouedraogo a assumé les fonctions de secrétaire générale du ministère de l'Information en 2007, conseillère technique du ministre de la Culture de 2002 à 2004 et conseillère du ministre de la Communication depuis 2011. De 2010 à 2012, notre invitée dans Leçons de vie a été présidente du conseil d'administration du FESPACO, membre permanent du comité d'organisation de la Semaine nationale de la culture SNC de 1984 à 1990. Et c'est peu dire sur ses différents postes de responsabilité dans l'administration publique. Membre du comité technique pour la délivrance de la carte de presse et du laissez-passer, chargé de cours en communication dans des écoles et instituts de formation dont l'ISTIC, Aminata Ouedraogo a élaboré entre autres plusieurs stratégies de communication, des curricula de formation. Militante depuis les années lycée, elle a pratiqué plusieurs sports dont le football, le handball, le volley, la pétanque. La liste n'est pas exhaustive. Elle est réalisatrice d'œuvres cinématographiques dont Kimapous, court-métrage sur l'alcoolisme au Ghana ou encore Impasse, court-métrage fiction sur la toxicomanie. Prix spécial FESPACO 1989. Aminata Ouedraogo, récemment admise à la retraite, est mariée et mère de 3 enfants. Elle est chevalier de l'Ordre du Mérite national et officier de l'Ordre du Mérite national. Richard Tiene, Madame Ouedraogo est à vous. Merci d'être sur notre plateau. Nous sommes chez vous à domicile, on est à Pissy, n'est-ce pas? Oui. Des raisons particulières pour le choix de cette tenue? Non, j'ai voulu porter une tenue sobre, qui ne soit pas trop voyante, qui ne soit pas trop sombre. Voilà, tombée c'est ça. En réalité, je ne calcule jamais mes tenues. Est-ce que ça vous ennuie si on vous appelle Madame Bakayoko plutôt que Madame Ouedraogo? Parce qu'on sait que vous battez beaucoup pour tout ce qui est question genre ou conditions féminines. Je ne suis pas Madame Bakayoko. Je suis Aminata Bakayoko. Je suis Madame Ouedraogo. Donc si vous m'appelez Madame Bakayoko, c'est comme si j'avais épousé un Bakayoko. Mais il y a des femmes qui disent que non, on préfère garder nos noms de famille, même avec Madame à côté. Celles qui sont féministes jusqu'au bout des ongles. Non, moi j'aime toujours dire que je suis une féministe éclairée. C'est-à-dire que je ne vais pas à tue-tête, je préfère être conséquente avec moi-même. Si vous m'appelez Ami Bakayoko, il n'y a pas de souci. Mais si vous me dites Madame Ouedraogo, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai une tante qui m'a toujours dit tu n'es pas Ami Ouedraogo, tu es Madame Ouedraogo, Aminata, mais tu es Ami Bakayoko. Ce qui est vrai. D'ailleurs, ma maman s'appelle toujours Adara Traoré, parce que Traoré c'est son nom de famille. Et c'est très rare qu'on les appelle par le nom de leur mari. Elles restent elles-mêmes avec leur identité. Mais cela ne gêne en rien qu'elle soit l'épouse de mon père, donc qu'elle soit Madame Bakayoko. C'est administrativement
qu'on voit Madame Bakayoko sur ses papiers, mais sinon, c'est Adjara Traoré. D'accord, voilà qui est clair. Vous êtes à la retraite depuis un mois maintenant? Un mois, 3 jours. On va dire quelques jours. Voilà. Vous êtes à la retraite depuis quelques jours. Est-ce que vous vous dites, enfin, voilà, un ouf de soulagement, je vais pouvoir bien me reposer, voyager, profiter de la vie? Ou bien vous vous dites, ah, le service me manque déjà, l'ambiance des bureaux, ah, ça doit en ce moment forcément me manquer. Qu'est-ce que vous vous dites exactement? Vous savez, après plus d'une trentaine d'années de service, franchement, on a envie de lever un peu le pied sur les pédales. Moi, j'étais très pressée de partir à la retraite. Pour souffler, pour ne pas avoir le stress de me réveiller et de partir, parce que c'est plaisant et c'est contraignant. Et quand on arrive au bout du rouleau, c'est-à-dire quand on arrive à la retraite, ce n'est plus le même entrain que quand on est en pleine activité. En temps normal, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que le dernier semestre, avant d'aller à la retraite, si je pouvais bouger le soleil à un rythme, je l'aurais fait. J'étais vraiment pressé d'aller. J'étais vraiment pressée d'aller à la retraite. Pas parce que j'avais un problème, non, pas du tout. Pas parce que l'ambiance ne me plaisait pas du tout. Au contraire, il n'y a pas 1-2 jours que j'appelle ou qu'on m'appelle. J'ai de très bonnes relations avec mes collaborateurs. Mais j'avais quand même besoin aussi. Vous savez, 60 ans, c'est pas 60 jours. Hein. Et on ne se rend pas compte, mais voilà, ça se fait sentir aussi à un moment donné. Et je pense que l'organisme a besoin aussi de ce souffle-là. C'est vrai que l'ambiance du service me manque. C'est vrai, ça c'est une réalité. Mais pas au point, je ne regrette pas. Franchement, j'estime que je ne me suis même pas encore reposée. Qu'est-ce que vous allez faire de ce moment de repos maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, dans un premier temps, je vais ranger ma maison. Parce qu'on n'a pas le temps de le faire. On a un rangement sommaire qu'on fait, mais une maison a besoin d'être vraiment rangée de fond en comble. Mettre chaque chose à sa place, se débarrasser de certaines choses, aérer par-ci, nettoyer par-là. Une maison en a besoin. Avec un rangement aussi parfait que nous avons trouvé, vous avez l'intention de faire des rangements encore? Vous êtes perfectionniste alors? Bon, oui, sur ce plan, oui. Oui, ensuite, après le rangement, vous faites quoi? Voyager. M'occuper de ma petite famille d'abord, leur mijoter des petits plats parce que la cuisine est une de mes activités préférées. J'aime faire à manger, j'aime faire de la bonne nourriture et j'aime bien qu'on apprécie ce que je fais. Et je sais que ça manque d'abord à mon mari parce que chaque fois, il voyage beaucoup et chaque fois qu'il va, il vient, il maigrit. Il me dit, ah, c'était pas bon comme chez toi. Bon, bref, c'est flatteur, mais j'aime leur faire ça. Et moi, j'ai mes petits-enfants qui sont avec moi, puisque mes enfants ne sont pas là. Et puis voyager. Mais voyager au Burkina Faso. D'abord, franchement, voyager au Burkina Faso, ça c'est une priorité que mon mari et moi nous avons. En tout cas, aller là où on n'a pas pu aller. Et lui, son papa était gendarme, donc il a fait plusieurs provinces. Il aimerait retourner sur ses pas. Moi, je ne connais pas toutes les régions, enfin, toutes les provinces et tous les villages de Burkina. J'aimerais aussi en découvrir. C'est vrai que comme les enfants ne sont pas là, aller les voir de temps à autre, mais la priorité, c'est vraiment découvrir le Burkina. Ouais, ça, c'est une très bonne publicité pour le ministère de la Culture. Donc, je suis ici, parce que vous savez que le ministère de la Communication et le ministère de la Culture un temps était rattaché. On se marie, un semblant de divorce. Un semblant de séparation, et puis on revient ensemble. Mais on se côtoie, on est quand même ensemble. D'accord. Vous avez parlé de cuisine. Vous êtes cordon bleu. Qu'est-ce que vous aimez préparer à la maison? Du tout. La cuisine burkinabé, africaine? Du tout. Mais vos proches qui ont eu la chance de déguster vos plats, quel est le plat qu'ils préfèrent chez vous, que vous cuisiniez pour eux? Bon, est-ce qu'il faut dire le tchèp-djen ou est-ce qu'il faut dire le riz gras? J'en sais rien. Je sais que, en tout cas, c'est beaucoup apprécié. Le couscous, le fonio, le thon.
qui est mon plat préféré. On a une idée de ce que vous allez faire donc, pendant ce moment de retraite, mais professionnellement, vous n'allez quand même pas carrément laisser tomber les choses. Non, professionnellement, je ne laisse pas tomber les choses. En plus de... Parce que je dispense des cours. Ce qu'on avait arrêté comme activité avec mon mari, c'est une résidence que nous avons construite en 12 ans. Et voilà, qu'on exploite actuellement. Elle est aujourd'hui une réalité. Qui est aujourd'hui une réalité. Elle est située aux 1200 logements. Oui. Mais pour son nom, on vous enverra la facture pour la publicité après. Ça marche. Alors, Aminata Bakayoko, là je précise bien, je parle de Aminata Bakayoko, oui. Pas de Madame Ouedraogo. Okay. Est-ce que Aminata Bakayoko était une fille sage, un bon élève, à votre avis? Sage dans quel sens? Parce que ça peut... Je peux dire oui et non. J'étais très turbulente. J'étais très provocatrice. J'étais très moqueuse. Et ça c'est... Voilà que ce soit... J'étais très bagarreuse. Ah bon? Et je ne me bagarrais qu'avec les garçons. Je ne frappais pas les filles. Voilà. Vous faites confiance, nous l'avons dit dans le Zoom, c'est... Parce que vous avez pratiqué pas mal de sport, oui. Donc vous étiez sûr de votre force physique. Mais non, mais à l'école primaire, il n'y avait pas de sport comme ça à l'école primaire. Mais c'est à cette période-là où c'était vraiment... Vous n'avez pas eu ma maman, mais vous aurez dit que quand je vais avec une tenue le matin, je reviens torse nu à midi. La bagarre. La bagarre. Bon, et ça c'était... Voilà, ça c'était moi. Et message dans le sens où je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je dise. Respect des parents, oui. Respect des enseignants. Oui. C'est juste entre amis qu'il y a des coups de poing qui volent. Oui. Bon, les enseignants, il y a des moments où, quand je ne suis pas d'accord, je dis. Et vous savez qu'à notre temps, on ne contredisait pas un enseignant, on contredisait un enseignant. Mais vous trouvez la formule pour rire des enseignants. On nous a fait la confidence. On va suivre ça après. Okay. Alors, vous avez aussi grévé, vous avez subi des punitions pendant votre cursus. On nous a dit que vous étiez, faites partie des meneurs pour les grèves. Vous étiez au devant, en avant-poste. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais ça, maintenant, je ne sais pas s'il faut dire... Une militante super engagée. Ah oui, ça, je l'étais. Je l'étais vraiment. Et c'est sous, d'ailleurs, moi, ma délégation, que le collège Sainte-Thérèse de Banfora a connu sa première grève. Il n'y avait jamais eu de grève au collège Sainte-Thérèse de Banfora. Vous avez joué les troubles fêtes, c'était à quelle occasion? Non, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'anecdotes et d'événements que j'ai été guide aussi. Scoutisme, j'ai fait du scoutisme. Et vous savez qu'en scoutisme, à un moment donné, on prête serment. De jour où on devait prêter serment parce qu'on passait à tour de rôle. Et il y a une qui est passée, en tout cas, avant. Bon, voilà, on s'est moqué d'elle et on a été punis. On a été punis et puis on nous a ajourné, je pense qu'on avait 15 jours, non, pour revenir. Bon, et puis je n'ai plus fait parce que, voilà, je n'étais pas d'accord, donc j'ai refusé, je n'ai pas prêté serment. Votre matière préférée, les livres qui ont influencé votre vie. Parlons d'abord des matières préférées au lycée, c'était lesquelles? J'aimais tout, sauf la géographie. Que mon prof de géographie m'excuse parce qu'elle m'estimait beaucoup. C'est d'ailleurs Madame Alice Tendrebego. Ah bon? Elle a été mon prof de géographie de la seconde à la terminale. Et puis, je n'aimais pas la géographie parce que je n'aime pas dessiner. Je n'aime pas le dessin. Or, en géographie, c'était les cours d'eau, les cartes. À cause de ça, je n'aimais pas la géographie. Et puis, tout vous dit, jusqu'aujourd'hui, moi, pour m'orienter, ne me parlez pas des 4 points cardinaux. Si vous me dites à l'est, à l'ouest, alors là, c'est fini. Je préfère prendre des repères ou, en tout cas, comme Cyril Gununga, le regretté, a dit lors d'une émission que nous refusons d'utiliser l'adressage qui a été fait parce que jusqu'à présent, on se réfère à un Caïsidra,
à une monticule de quoi. Et qu'au moment où il n'y aura pas tout ça, nous serons obligés de le faire. Mais je vous assure que moi-même, quand je vais en Europe, quand on me donne une adresse, j'aime pas. Et quand je sors, je cherche des policiers. Et je leur demande tout de suite, c'est où? Pour ne pas... Voilà. Ça fait que la géographie, je peux dire que c'est vraiment la matière que je n'aimais pas, plus la couture. Ah, c'est vrai que chez vous, il y avait des matières pratiques. Oui, la couture. À l'intérieur de la 6e à la 3e, il y avait la couture. Tout ce qui était couture, tricot et crochet. Non, je le faisais parce que je n'avais pas le choix, mais ce n'était pas ma tasse de thé. Aujourd'hui, vous ne regrettez pas? C'est vrai que vous avez une couturière qui fait le boulot et qui vous habille d'ailleurs très bien. Alors, mais pour ce qui est des livres, alors, quels sont les livres que vous aimez lire? Des livres qui ont influencé votre vie? Je veux dire que ça a commencé par Agatha Christie. Tout ce qu'on lit à partir de la seconde, mais avant ça, on avait une bibliothèque à l'internat. Je ne peux pas me rappeler des titres, mais bon, je lisais. Je veux dire la bibliothèque rose, parce que même moi, ma fille, je lui achetais ça. Les histoires de petites filles. C'est une collection, bibliothèque rose, voilà, bibliothèque verte. Exactement. Et puis bon, pour mes garçons aussi, je leur faisais lire autre chose. J'aimais beaucoup lire les livres de cuisine, beaucoup, les recettes. Je n'ai pas une belle voix, mais j'aimais bien, j'avais mon cahier de chant, j'aimais fredonner, même si c'était faux. J'aime bien, en tout cas, tout ce qui est chansons, musique et tout. Et Les bouts de bois de Dieu. L'étrange destin de Wangrin. Dites-nous, Madame Ouedraogo, pourquoi cette passion pour la communication? Je crois que c'est parti de ma terminale. Parce que quand on passait le bac, le sujet, au commencement, était la parole. Je me suis demandé, mais c'est quoi ça? Finalement, j'ai traité. La philo, c'était pas ma matière préférée parce que je n'avais pas de bonnes notes. Et curieusement, j'ai eu 11 au bac. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écrit, en tout cas j'ai eu 11. Et ça m'a quand même interpellée. Et comme j'aimais beaucoup discuter avec les grandes personnes, notamment ma grand-mère, mes grands-parents, j'ai essayé de comprendre certaines choses. Et j'ai compris à travers ce qu'ils me disaient que la parole avait une grande importance. Et comme on dit, la parole arrange comme ça gâte. En fonction de comment on parle, de comment on s'exprime, on peut arranger une situation, comme on peut carrément créer des conflits. Donc il faut savoir dire les choses en fonction des circonstances. Sinon, c'était... Tout est communication, même le silence. Même le silence est communication. Merci. Et donc, j'ai été orientée, moi, curieusement, en géographie, après le bac. Donc, moi, géographie que je n'aimais pas. Donc, on m'oriente en géographie. Franchement, je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis, il y a eu donc le concours de l'INAFEC qu'on a lancé. J'ai dit, voilà. Il n'y avait pas d'école de communication, on n'en connaissait pas. Et je n'ai pas dit, je fais mon bac pour aller faire de la communication. Mais donc, quand on a lancé l'INAFEC, je suis allée, on a fait le test, et puis bon, ça marchait. Et puis donc, voilà. Et franchement, ça m'a intéressé. Tout ce qu'on nous disait, tous les cours qu'on faisait sur la communication. Et je comprenais, ou en tout cas par rapport à la vie courante même, il y a certaines choses que je comprenais mieux ou qui me paraissaient beaucoup plus évidentes en fonction de ceci ou de cela. Et donc, je me suis intéressée à la chose et chaque fois que j'avais une opportunité, j'achetais des documents sur la communication. On a vu que vous êtes intéressée particulièrement à l'audiovisuel. Vous avez été présentatrice du journal télévisé sur la chaîne nationale dans les années 80. La Volta Vision. La Volta Vision. Alors, était-ce un rêve pour vous, un concours de circonstances? En fait, ce n'était pas calculé. Mais comme j'avais opté pour... Parce qu'à l'INAFEC, il y avait l'option communication et l'option cinéma. Et moi, j'ai pris l'option communication, mais je suivais les cours de cinéma. En tout cas, je m'intéressais aux deux.
Et donc, pour l'option communication, vous êtes polyvalent. Vous faites et la radio, et la télé, et la presse écrite. Mais on nous disait aussi quelles prédispositions on avait. Radio ou télé. Et moi, on m'avait dit que j'étais bien pour faire de la télé. Et donc, j'ai fait la radio aussi. Mais je n'ai pas présenté du journal à la radio. J'ai fait du reportage à la radio. Mais c'était quoi? C'était pendant les stages. Mais j'ai présenté le journal à la télé. Et, en 1982. C'était une belle expérience. C'est une belle expérience. Comment vous gérez votre paraître, aussi bien à l'interne pour présenter le journal, mais hors du studio, dehors avec l'entourage, vous êtes apprécié, vous êtes indexé. Comment vous gérez tout ça à l'époque? Vous savez, en matière d'éducation, on vous apprend pas mal de choses. Personnellement, on m'a appris à avoir 3 à 4 catégories de tenues. Une tenue de tous les jours, je porte, je reste à la maison. Une tenue pour aller à l'école, parce que nous on n'avait pas d'uniforme. Une tenue de sortie, ce qui était très rare, mais quand même il nous arrivait d'aller à des soirées dansantes. Et une tenue de fête. Donc quand moi je présentais le journal à la télé, je choisissais entre mes tenues de fête et mes tenues de sortie. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, je regarde, voilà, j'ai déjà porté ça, non, demain je porte ça, ou, voilà, comme ça. Après, on n'avait pas un budget particulier pour nous. Ouais, non, on n'avait pas un budget vestimentaire. Ouais. Mais quand vous sortez après, dans la rue, la réaction des gens par rapport au journal que vous présentez, quelle était la réaction des gens? Des téléspectateurs qui vous accostaient dans la rue? En fait, les gens ne disaient pas ton journal était bien présenté, ou les gens ne... C'était pas ça, on disait surtout, ah, tu avais une belle tenue, ou voilà, tu étais bien à l'écran. C'est le paraître. Voilà, c'est le paraître. Et même, il y a des admirateurs qui envoyaient des photos, et qui en ont envoyé même à mon directeur à l'époque, et qui me les a même données, en disant, ah, voilà des gens qui ont apprécié ton journal de tel jour. Bon, c'est flatteur, mais il ne faut pas se prendre la tête, quoi, parce que bon, c'est ça aussi. Hein. Et si on tombe dans ça, c'est pas... Non, moi, j'ai gardé la tête sur les épaules. Ouais. Ouais. Vous êtes humble. Vous êtes polyvalente, vous avez fait de l'information, vous avez fait de la communication, bien entendu, mais vous avez fait aussi du cinéma. Vous avez réalisé un court-métrage intitulé Impasse sur la toxicomanie, qui a d'ailleurs reçu un prix spécial au FESPACO en 89. Alors, pourquoi vous n'avez pas continué dans le cinéma? C'était quand même un bon signe pour faire de vous une grande réalisatrice au pays du cinéma africain, la capitale, Ouagadougou. C'est vrai, mais ce n'est pas aussi évident et ce n'est pas aussi facile. Au moment où j'exerçais, c'est vrai qu'il y avait un fonds de soutien à la cinématographie. L'État mettait un fonds à la disposition des cinéastes pour faire des films. Mais vous savez que plus on avance, plus les priorités deviennent nombreuses. Avec la bonne volonté, je pense que l'État ne pouvait pas, parce que de plus en plus il y avait des cinéastes et on avait envie de réaliser, donc il fallait chercher l'argent à gauche et à droite. Franchement, la raison principale qui a fait que j'ai laissé tomber la réalisation, c'est le manque de financement. Non seulement le manque de financement, mais le fait que, en tant que femme, c'est sûr que les hommes ne vivent pas la même réalité que nous les femmes. En tant que femme, vous allez voir un opérateur économique. Vous voulez le sensibiliser sur votre scénario, sur l'idée que vous avez, vous voulez son soutien. Au lieu de voir en vous une professionnelle qui vient pour un travail, il voit en face de lui une femme qu'il veut draguer ou qu'il peut draguer. En contrepartie, c'est comme si à la limite, il fallait se louvoyer pour faire ce travail. Disons, certains pensent qu'à votre époque, c'était bon. Le phénomène n'existait pas parce qu'aujourd'hui, le phénomène, il existe toujours. Et quand on est une femme, quand on approche des annonceurs ou bien certains sponsors éventuels,
Les demoiselles ou les femmes nous disent qu'elles sont toujours confrontées à ce problème. Donc, ce n'est pas un problème qui date de maintenant. L'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. Vous avez tout résumé. Et quel sens donnez-vous à l'amitié, justement, puisque vous parlez des hommes? Paradoxalement, moi, mes amis sont beaucoup plus des hommes. J'ai beaucoup plus d'amis hommes. Parce que moi, j'ai toujours été avec mes frangins, avec mon grand frère. Et mon papa a eu beaucoup d'enfants qu'il a adoptés. Et j'étais souvent avec eux. Donc, les jeux des garçons, je les faisais. Je jouais aux billes. Je jouais, je ne sais pas comment il faut appeler ça. On met un noyau de mangue sous le sable avec un morceau de fer. Je ne sais pas si vous avez connu ça. On appelait ça gouin en djoula. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai joué ça. J'ai fait la chasse au margouillet. En tout cas, j'ai... Vous avez fait du football, oui, du volley, oui, handball, basket, pétanque, tennis. Pourquoi cette passion également pour le sport à l'époque? Parce que j'aime pas la léthargie. Pour rester proche des hommes. Non, c'est pas ça. J'aime pas la léthargie. C'est-à-dire, j'aime pas être passive. Non. J'aime pas. J'aime bouger, j'aime être active, j'aime être utile, et puis j'aime les relations humaines, Vous devez aimer la bougeotte. Mais en tout cas, c'est vrai que je n'aime pas rester tranquille. Et l'amitié, pour moi, c'est aussi sacré que la famille. Et je suis très fidèle en amitié. Mais est-ce que vos amis en pensent la même chose? Nous avons interrogé quelques-uns. Suivons ensemble. Madame Ouedraogo Aminata, née Bakayogo. On s'est connus à l'internat à Banfora. On se ressemble un peu, donc on faisait les cassants aux autres ensemble. Quand on était plus jeune, donc à l'université, on faisait quelques petites complicités. J'ai souvenance qu'une fois, nous sommes allés à Dessau. Dessau, c'est un village à quelques kilomètres de Bobo pour regarder des masques. C'était avec un de nos professeurs. Et chemin faisant, on a eu quelques brouilles avec les deux enseignants qui nous accompagnaient. Et Aminata a improvisé une chansonnette qui en réalité ne voulait rien dire du tout. Mais c'était juste pour emmerder un peu les profs. Pendant que Mme Ouedraogo était directrice, personne ne pouvait venir, comme dit l'autre, se foutre d'un agent de la direction de la production cinématographique du PROCI en son temps. C'est une dame caractérière, elle a du caractère, elle a mis un travail bien fait. Je viens d'apprendre que tu viens de prendre ta retraite. La retraite, on dit tu te retires. Pour moi, c'est une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir la vie et de te donner, disons, une marge de combat pour que la génération à venir puisse suivre tes exemples. Tu as été présente à côté de moi au moment de mes joies et de mes peines. Je te remercie. Et je souhaite qu'elle profite pleinement de sa retraite, ne pas en faire une retraite oisive, mais une retraite, j'allais dire une nouvelle. Ami, je voudrais te dire que tu m'as particulièrement marqué parce que tu as su allier l'amitié que nous avions au management que tu faisais de moi en tant qu'agent. Mia, j'aimerais te dire que je t'aime beaucoup. Et Dieu renforce notre amitié. Et que Dieu bénisse nos enfants. Voilà autant de témoignages que nous venons de suivre donc dans la rubrique Avis. Madame Ouedraogo, votre réaction avant que vous ne nous dites exactement la chanson. Vous allez la fredonner exactement. Ça, ce qui est sûr, il y a un refrain qui c'est Diasso, c'est ça? Alors, quel commentaire vous avez à faire par rapport à tout ce que vous venez de voir ou d'entendre? Non, c'est émouvant. Et j'avais les larmes aux yeux. Bon, quand on entend autant d'éloges à son endroit, je sais pas que penser. Si j'étais blanche, c'est ce que je disais, j'allais rougir. Mais bon, en tout cas, moi je les remercie. Si c'est vraiment ce qu'ils pensent de moi,
Et voilà, j'en prends acte. Et j'essaierai de continuer comme il me demande de le faire. Parce que vous savez, on ne se connaît jamais assez. On croit être quelqu'un ou on croit avoir, je sais pas moi, un caractère. Il n'y a que le regard d'autrui qui vous dit si vraiment ce que vous pensez est vrai ou faux. Moi, je suis vraiment touchée. Par tout ce que vous avez. Oui, donc vraiment. les 400 coups ensemble, les voyages au Mali, au Togo. Et aussi En Guinée, en Guinée. j'ai rencontré Sékou Touré. Ah bon? 79. Ok, mais et cette chanson qui finit par Diasso. Non, mais ça ne veut rien dire. C'était quoi exactement? Comment l'inspiration est venue? Vous vous souvenez un peu de cette chanson? Non, je vous dis que moi j'étais très moqueuse. Et il ne comprend pas Dioula. Il suffit qu'on ne parle pas le français pour qu'il s'énerve. Et voilà, comme on était un groupe, on était vraiment un groupe très soudé. Et puis, moi, je dit, je crois qu'on avait eu une panne, je ne me rappelle plus, mais pour faire passer le temps, j'ai dit, bon, je vais vous apprendre une chanson qu'il ne voulait franchement rien dire. Et j'ai dit, si moi j'ai dit, Mpe, le, mbo, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Vous répondez, Diasso. Et puis, bon, voilà, donc quand moi j'ai dit, Mpe, le, mbo, Diasso, ma, ta, sa, Diasso, ça ne veut rien dire. Des onomatopées qui ne veulent absolument rien dire. Mais le fait que moi je dis, et puis on répond Diasso, quelqu'un d'autre prend, lui aussi il vient avec ses onomatopées, on dit Diasso, pour le prof, on se foutait de lui, quoi. Et donc ça l'énervait, et moi, plus ça l'énervait, plus je... Mais vous étiez en avance sur votre temps. Vous savez que ce sont les onomatopées aujourd'hui qui font une certaine musique, ça marche avec les onomatopées. Peut-être que vous devez aider les gens à composer. Ah ben justement, parlant de musique, quel est votre genre de musique? Quels sont les artistes burkinabés que vous aimez? Beaucoup. J'aime beaucoup d'artistes burkinabés. Si je prends au niveau des garçons, que ce soit la musique traditionnelle ou la musique moderne, franchement, c'est parce que j'ai débarrassé mes cassettes. Vous allez voir que c'est plein de musique burkinabé. J'avoue que je les écoute tous. On va parler à présent de la famille. Quelle place elle occupe dans votre vie, la famille? Numéro 1. Numéro 1. Ah oui. Pour moi, la famille, comme je l'ai dit tantôt, elle est sacrée. Et l'amitié est aussi sacrée que la famille. C'est-à-dire, je défendrai ma famille contre vents et marées, au risque de ma vie. Dans l'éducation, justement, vous êtes mère de 3 enfants. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'éducation de ces enfants? Vous savez, c'est des hauts et des bas. Moi, je peux dire que je rends grâce à Dieu, je n'ai pas eu de rapport conflictuel avec mes enfants. J'ai été très stricte, très sévère. Mes enfants me le disent aujourd'hui. Ils me disent que je les ai traumatisés parce que leur papa et moi, c'est 2 tempéraments différents. Lui, il ne hausse pas le ton, il ne tape pas. Vous étiez bâton, lui, il était carotte. Très carotte. Une anecdote. Quand je n'ai pas de personnel, ou le dimanche, quand le personnel s'en va, j'ai dit aux enfants, vous faites le ménage. Je vous réveille à 5h30, 6h, vous faites le ménage et puis après vous... Et lui, il n'aimait pas ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand je dis aux enfants, je vous réveille à 6h, lui, il se lève à 5h. Il fait tout le ménage. Et quand les enfants se lèvent à 6h, il leur dit, j'ai déjà tout fait. Si par maman demande, dites ce que vous avez fait. Jusqu'au jour où j'ai découvert le pot au rose et je lui ai dit, mais en fait, tu ne leur rends pas service. C'est-à-dire, ils vont croire que c'est parce que je suis méchante, que je ne les aime pas, mais c'est pour eux. J'ai dit, mais si demain, on n'est pas là, il faut qu'ils puissent se prendre en charge. Il faut qu'ils puissent... Et ce sont les hommes et les femmes de demain. J'ai dit, ils ne vont pas être comme toi, s'asseoir pour qu'on fasse tout pour eux. Et voilà, il faut qu'ils mettent la main à la pâte. Un jour, il s'est levé, il a fait le ménage. Je ne lui ai rien dit, mais après, il est rentré se coucher. Et quand les enfants, à un moment donné, je me lève, je demande aux enfants, ils disent qu'ils ont déjà fait. J'ai dit non, vous allez recommencer ce que papa a fait. Mais tout était propre. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ils apprendront que eux aussi, ils peuvent et ils doivent faire. Nous, on a fait ça quand on était étudiants. Moi, j'ai fait ça, mais il n'y a pas de honte en cela. C'est parce qu'on n'apprend pas ça aux enfants qu'ils refusent de faire certains travaux. Et puis, un enfant, tu l'éduques, tu ne sais pas où il va aller demain. Il va aller dans une famille parce qu'à la maison, tu ne lui as pas appris à faire ça.
Il va aller... Généralement, ce sont les femmes. Les jeunes, de plus en plus, l'expression qu'ils utilisent pour ce genre de père, c'est un papa choco. Donc, on va leur permettre de savoir qui est ce papa choco, mais également, on va suivre un de vos fils. Vous en avez 2, plus une fille. Un de vos fils, donc, et son papa qui interviennent, qui vous apprécie. Nous suivons. Elle était dans le quartier Zogona, elle était étudiante à l'époque. Et j'arrive dans le quartier Zogona, dans la cour, et puis bon, je la trouve là-bas. Et puis bon, je me présente, je commence à bavarder. 5 minutes après, je sors. La première des choses qu'elle me dit, écoutez messieurs, moi je ne suis pas une fille qui cause dans la rue. C'était une mère, on va dire, très dure, mais en même temps une mère protectrice. Autant elle pouvait être très sévère avec nous, mais autant par moments elle savait aussi nous montrer qu'elle nous aimait, que ce qu'elle faisait c'était pour notre bien. Elle me dit qu'elle va donc à Lomé pour passer des congés, c'était vers les vacances. Je dis moi aussi j'improvise tout de suite des vacances. Je dis ben écoute, moi je vais à Lomé aussi, est-ce que je peux t'amener? Parce qu'elle voulait partir en avion. Je dis mais écoute, moi j'ai ma voiture, je dis on va et puis on fait quelques jours. Tout en ayant d'autres idées derrière la tête. On a passé 10 jours. Pendant 10 jours, c'est comme si j'étais avec une étrangère, non? Dis donc, moi qui croyais qu'il y avait des choses en tête, alors là, ça a été complètement le contraire. Hein. J'ai passé 10 jours à Lomé, on est revenu sans que je ne puisse dire quoi que ce soit à la fille. J'aimais courir partout, gambader, etc. Et donc, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai grimpé sur une balançoire. Donc, elle vient me voir et puis elle me dit qu'est-ce que tu fais là-haut? Donc je ne sais plus ce que je racontais, qu'on voulait me taper ou un truc comme ça. Elle me dit ah ok d'accord. Donc elle me dit bon viens, maman est là et tout, je vais te prendre dans mes bras. Donc je descends. Et là en fait, je savais que j'avais fait une bêtise. Donc je m'attendais à ce qu'elle me tape. Mais bizarrement pour une fois, elle ne m'a pas tapé. On s'est assis et puis elle m'a expliqué, elle m'a dit bon, si tu montes, c'est vrai toi tu as envie de t'amuser, tu montes à la balançoire. Mais tu peux tomber, tu peux te casser un membre, tu peux te faire très mal. Et en ce moment, c'est ta mère qui sera triste. Donc, c'est un jour aussi où je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est devenue gentille tout d'un coup. Je voudrais te dire que maintenant que tu es à la retraite, il faudra lever un peu le pied sur l'accélérateur. Parce que quand tu étais en activité, c'était toujours 100, 150 à l'heure. Bon, maintenant que tu es à la retraite, je pense qu'il faut lever un peu le pied et pour te ménager quand même. Hein, n'oublions pas qu'à partir du moment où on prend de l'âge, la santé aussi n'est plus la même que quand on est jeune. Maman, moi, ce que je veux te dire, c'est que tu peux être très fier de l'éducation que tu nous as donnée. Tu peux être très fier de la manière dont tu t'es battu. Parce que je trouve quand même que ce qu'elle a réussi à faire de ses 3 enfants, pour quelqu'un d'extérieur, on peut dire que c'est facile. Mais moi, je peux dire que c'est très, très, très compliqué. Moi-même, j'ai 2 enfants, je sais comment c'est compliqué. Madame Ouedraogo, c'est assez émouvant comme confidence, comme vie partagée avec vous. Votre enfant et votre mari nous faisaient donc des témoignages. Quels commentaires vous en faites? C'est chaud. D'avoir suivi tout ça. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, je crois qu'ils vont me faire pleurer. Mais, vous savez, moi j'ai toujours dit à mes enfants, je les frappais. Mais avant de te frapper, je veux que tu saches pourquoi je te frappe. Si tu ne sais pas pourquoi je ne te frappe pas. Et je ne frappe jamais à la première bêtise. Je menace, je t'explique, je te sensibilise, je te gronde. Et le jour où je te frappe, je te dis, je vais te frapper. Et je vais te dire pourquoi je vais te frapper. Et je vais te demander, est-ce que tu sais pourquoi je vais te frapper? Quand l'enfant dit, il sait pourquoi il te frappe, je le frappe. Donc après la phase préventive, voilà, la coercition. Voilà. Je dis parce que si tu ne veux pas que je te frappe, tu obéis. Parce que c'est moi ta mère, c'est moi qui t'éduque. Je ne vais jamais te mettre sur le mauvais chemin. Donc, si tu me désobéis, ça veut dire que tu me manques de respect.
Et je ne vais pas accepter que tu me manques de respect. Et Malik, celui qui a parlé, a toujours dit, maman, quand je vais faire mes enfants, c'est toi qui vas les éduquer pour moi. Parce que j'aimerais que tu donnes à mes enfants l'éducation que nous avons reçue. J'ai dit, non, tu vas faire ton expérience. Et il m'avait toujours dit quand il était jeune, maman, tu sais, je vais te faire un enfant quand tu auras 50 ans. Et il l'a fait. Son premier fils aura 10 ans en août. Et quand je lui ai dit, il a rigolé, bon, parce que bon, ce sont des paroles d'enfant, et puis voilà. Et il a un garçon, il a une fille, ce sont les prunelles de mes yeux. Vous savez, les enfants de vos enfants vous sont plus chers que, je sais pas, je ne peux pas dire qu'ils sont plus importants, mais en tout cas, il y a une relation qui est très très forte entre les deux. Entre grand-mère et petits-enfants. Ouais. On retiendra également que vous n'étiez pas une femme facile. À présent, la rubrique cliché. Madame Ouedraogo, c'est le moment de commenter des photos qui vous sont chères. Nous en avons 7 pour cet exercice. On commence par la toute première, et qui est celle de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo? C'est la plus récente des photos. Elle date du 3 mai 2014, le jour où j'ai fait une petite fête pour nos 35 ans de mariage, pour mes 60 ans et mon départ à la retraite. Donc c'est une photo qui est très symbolique pour moi. Et c'est la famille réunie parce que mes 3 enfants ne vivent pas ici. Ils sont tous venus pour être témoins de l'événement. C'est d'ailleurs eux qui sont à la base donc, de l'organisation de cette fête. Mes 2 êtres les plus chers au monde, ma maman, mon papa, qu'il repose en paix, parce qu'il nous a quittés le 21 novembre 2008. Et donc aujourd'hui, c'est la maman qui est encore vivante, qui a 83 ans cette année. Et je lui souhaite encore quelques jours avec nous pour pouvoir profiter au maximum d'elle, parce qu'une mère reste irremplaçable. Nous joignons vos voeux à ceux de la télévision BF1 pour votre maman. Merci. Madame Ouedraogo, vous êtes en galante compagnie. Qui est ce charmant monsieur à vos côtés? C'est celui qui a su dompter mon cœur. Qui a su dompter votre cœur, c'est bien dit avec poésie. Ça fait 35 ans, enfin, ça fait 38 ans que nous cheminons ensemble. Et ça n'a pas été facile. Depuis le Togo, partout, ça n'a pas été simple. Ouais. Mais Dieu merci, il n'y a pas d'homme parfait, mais je ne m'en plains pas. Mais il a dit, quand on l'a suivi dans la rubrique Avis, il allait à Lomé avec vous, croyant que c'était l'occasion rêvée de... Ça n'a pas été simple. Oui, mais parce que je pense quand même qu'il faut savoir respecter une personne. Il ne faut pas prendre ses désirs pour la réalité. Donc, et puis j'ai reçu quand même une éducation. Donc voilà. C'est un message assez intéressant pour les jeunes filles. Sachez vous faire respecter par les hommes. Ah oui. Foi de Madame Ouedraogo. Ouais. Ah, le bonheur de ma vie. Ma première fille. Et parce que malheureusement, j'ai fait 4 grossesses. Enfin, j'ai eu 4 grossesses, mais j'ai fait 3 enfants vivants parce que la première grossesse n'est pas arrivée à terme. Elle, je peux dire, c'est la deuxième grossesse, mais c'est ma première fille. Et donc, c'est vraiment le grand bonheur quoi, de tenir son enfant dans ses bras. Il n'y a rien de tel pour une femme. Un beau cadeau du ciel. Un beau cadeau du ciel. Ça ne se commande pas. Ça se vit. Ah oui. Alors, et je le souhaite à toutes les femmes. Ça, c'est l'équipe de volleyball. On était au collège Sainte-Thérèse de Banfora. Donc, c'était après un match. Et puis, donc, voilà. Vous avez gagné. Que nous avons gagné. Ah, je sais pas. Si, on a gagné parce qu'on était quand même parmi
les meilleures équipes de volleyball. Et ça, c'est une partie parce que au-delà du volleyball, voilà, j'ai fait d'autres sports. C'est vous? C'était en 86, je crois. Là, on est en pleine révolution. Et donc, les femmes ont défilé avec les chars. Et donc, moi, voilà, j'étais derrière. C'est un porte-char ou quoi, je ne sais même plus très bien. Et c'était ça. C'était dans le défilé? Oui, j'étais dans le défilé. Mais j'avoue que ce sont des moments très, très agréables. Si c'était à refaire, je vais le refaire. Cette photo, elle est quand même une synthèse de vous en tant que femme battante, toujours à l'avant. Ah ouais, ça, je suis... j'avoue que j'étais quand même... Non, j'épousais les idéaux de la Révolution. Alors là, c'est le 11 décembre 2012. Mes mérites ont été reconnus par mes supérieurs hiérarchiques et j'ai donc été élevé au grade d'officier de l'ordre national. Et à l'occasion, le chef de l'État congratule tous les récipiendaires. Et puis voilà, ça c'est un témoignage de ce passage-là. Madame Ouedraogo, nos téléspectateurs et téléspectatrices de Leçons de vie sur BF1 connaissent cette rubrique, questions classiques. Ce sont des questions que nous posons à tous les invités, les mêmes questions qui reviennent donc. Alors, pour commencer, quel est l'événement ou le jour le plus heureux de votre existence? Le jour de la naissance de ma fille. Ça vous a beaucoup marqué? Le 30 septembre 1981. Une date à retenir? Ah oui. Bien sûr. Et quel est le jour ou l'événement le plus triste de votre existence? Le décès de mon papa, le 21 novembre 2008. Ok. Alors, que faites-vous devant une difficulté quasi insurmontable? On se dit, il n'y a pas de solution. C'est l'impasse, comme le titre d'un de vos films qui a été primé au FESPACO en 89. Donc, on est dans l'impasse. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en remets à Dieu. Vous êtes beaucoup croyante? Pratiquante. Vous jeûnez tous les jours là? Non, je l'ai fait. Maintenant, je ne le fais plus. Je le fais quand je peux. Je ne suis pas fanatique. Hein. Ah bon? Je ne suis pas fanatique, mais je jeûne quand je peux. Mais franchement, quand je n'ai pas la solution, voilà, je m'en remets à Dieu. Alors, quel est votre plus grand regret à ce jour? C'est de n'avoir pas pu envoyer mon père à la Mecque. On profite pour vous poser cette question. Vous avez occupé plusieurs fonctions, souvent des responsabilités presque au sommet de l'État, on va dire, mais vous n'avez jamais été nommé ministre. Pourtant, vous avez été conseiller technique de ministre, vous avez été un secrétaire général dans des ministères et vous n'avez jamais été nommé ministre. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous justifiez cela? Vous aurez pu occuper un portefeuille ministériel, n'est-ce pas, Madame Ouedraogo? Oui, mais vous savez, comme le poste de ministre, ce n'est pas un concours. C'est politique? C'est politique. Vous ne vous intéressez pas à la politique? Je ne me suis pas intéressée à la politique. Par la force des choses, je suis dans la politique depuis 2012. Je suis conseiller technique dans le conseil municipal de mon village. Mais j'avoue que si c'était à refaire, je ne le referais pas. On ne vous a jamais proposé un portefeuille ministériel? Non. D'accord. Alors, si vous devez changer des facettes de votre vie, ce serait spécifiquement lesquelles? Ma corpulence. Vous ne vous trouvez pas assez... Je me trouve... Vous trouvez... Vous ne vous trouvez pas belle? Je me trouve trop arrondie. Je me trouve... Mais vous êtes africaine, c'est la femme africaine, on dit. Mais vous auriez aimé avoir une femme svelte? Pas svelte. Pas maigre non plus? Pas maigre non plus. Mais vous êtes africaine? Oui, mais ça ne veut rien dire. C'est parce que je suis africaine que je dois être corpulente. C'est vrai que ma maman est corpulente, mais non, j'ai... Mais moi, je pense que, sans entrer dans les détails, peut-être M. Ouedraogo il adore cette femme. Il ne s'en plaint pas, M. Ouedraogo. Non. Ah, donc, ça va. Dernière question. Votre message à l'intention des jeunes, de tous ces jeunes qui nous suivent à présent sur BF1, quel est le message que vous avez pour la jeunesse? Ouh là là,
Moi, je veux dire à la jeunesse d'avoir des principes, d'être des gens de parole, de réussir à la sueur de leur front, éviter les raccourcis, les coups bas, la malhonnêteté, la facilité. Il faut qu'ils évitent ça. Rien ne se gagne facilement. Rien. Tout s'obtient en faisant de l'effort. Même une femme, pour être belle, elle va souffrir un peu parce qu'on va lui tirer les cheveux pour la coiffer. Donc, il n'y a rien qui se gagne aussi facilement. Il faut que les gens enlèvent ça de leur tête. Et il faut qu'on parle, on dise la vérité aux enfants. Nous, parents, j'interpelle les parents. Il faut que nous disions la vérité à nos enfants. Si nous mentons à nos enfants, nous faisons des menteurs demain. Si on ne leur dit pas la vérité, nous ne construisons pas ce pays-là. Que chacun éduque son enfant pour en être fier demain. Personne n'aimerait que son enfant soit voleur. Personne n'aimerait que son enfant soit drogueur. Personne n'aimerait que son enfant soit voyou. On veut toujours le meilleur pour notre enfant. Donc ayons le courage aujourd'hui de faire pleurer l'enfant qui ne veut pas et de rire demain parce que l'enfant a compris, que de laisser l'enfant rire aujourd'hui parce qu'on ne veut pas qu'il pleure et à nous de pleurer demain parce que l'enfant n'est rien. C'est une belle leçon de vie. Merci. Nous terminons par une citation qui vous est chère ou qui vous vient en tête pour prendre congé des téléspectateurs. Oui, la citation qui me vient en tête, c'est, je l'ai appris comme ça avec mes grands-parents. Dans la vie, il faut être humble. Comme on dit, Anjula, baby, tout ce que tu fais de bien, c'est pour toi. Tout ce que tu fais de mal, c'est pour toi. C'est une belle leçon de vie. Merci, Madame Ouedraogo. Merci. En tout cas, nous disons merci à notre invité pour cette leçon de vie partagée avec l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à un prochain numéro pour plus d'enseignements avec plus d'invités. Leçon de vie.